Venons-en à cette question. Netanyahou fait-il la loi au Proche-Orient? Les Américains ne décolèrent pas contre le chef du gouvernement israélien qui a pris la décision d'éliminer Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, sans les consulter. Souvenez-vous, Joe Biden prenait encore récemment le cessez-le-feu au Liban. Monsieur le Président, une incursion terrestre au Liban est-elle inévitable? Il est temps de conclure un cessez-le-feu. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce qu'il lui a dit, mais de toute évidence, Netanyahou n'a pas écouté et il a mené cette opération pour éliminer le chef du Hezbollah. Washington, depuis, n'a pas osé contredire publiquement Israël. Et regardez ce communiqué de la Maison-Blanche. Sa mort lors d'une frappe israélienne est une mesure de justice pour ces nombreuses victimes, dont des milliers d'Américains, d'Israéliens et de civils libanais. On peut même rajouter des victimes françaises à cause du chef du Hezbollah. Est-ce que le chef du gouvernement israélien se croit tout-puissant? Écoutons-le. Nasrallah nous avait dépeints comme des toiles d'araignée, mais nous sommes faits d'acier avec la force et la détermination d'assurer son avenir. Nasrallah l'a vu, et toutes les personnes du Proche-Orient l'ont vu. Tous ceux qui éprouvent le poids du Hezbollah dans la région se sont réjouis avec nous. Et je dis au régime des ayatollahs, quiconque nous frappe, nous le frapperons. Il n'y a pas d'endroit en Iran ou au Moyen-Orient que le bras long d'Israël ne puisse atteindre. Et aujourd'hui, vous savez déjà à quel point c'est vrai. Partons en Israël retrouver notre correspondant Nicolas Rouget. Bonjour Nicolas. Netanyahou, très impopulaire jusqu'ici, retrouve-t-il du crédit auprès des Israéliens depuis l'opération ? Oui, alors tout à fait. Alors évidemment, on n'a pas d'études d'opinion, mais c'est ce qu'on entend dans la rue. C'est aussi ce à quoi on s'attend d'un certain côté. Depuis la guerre, sa cote de popularité remonte peu à peu. Et plus il se montre guerrier, plus il se montre va-t-en guerre, plus elle avance. Les Israéliens sont fatigués. Les Israéliens veulent mettre un terme à cette guerre. Et pour toute une partie de la population, la seule façon de le faire, c'est de frapper plus fort. C'est de se débarrasser de ses ennemis. Le Hamas, évidemment, qui a été maintenant défait militairement. C'est ce que dit le ministre de la Défense israélien lui-même, Yoav Gallant. Mais maintenant, le Hezbollah, ce sont des coups d'éclat pour l'armée israélienne. C'est comme ça que c'est vécu ici, malgré le nombre important de victimes civiles libanaises. Le Premier ministre israélien, très clairement, depuis que ça a commencé, a essayé de mettre tout ça à son compte, a dit qu'il avait approuvé la frappe lui-même, a montré des photos de lui-même pendant cette frappe sur Nasrallah, a même fait courir des rumeurs comme quoi peut-être le timing de sa visite à New York était fait pour faire diversion, pour que Nasrallah soit devant son poste de télévision au moment de la frappe. Tout cela pour montrer qu'il sait le capital politique qu'il est en train d'engranger. Alors évidemment, il y a un plafond. Il y a beaucoup d'Israéliens qui ne voteront plus jamais pour Benyamin Netanyahou, mais il n'y a pas d'élection prévue en Israël. Tout ce que ça montre, c'est qu'aujourd'hui, Benyamin Netanyahou, au moins jusqu'à l'élection américaine, le 5 novembre, a d'un certain côté est débridé. Il a la possibilité de faire ce qu'il veut et il capitalise sur toutes les actions possibles et inimaginables pour que, peut-être, en cas d'élection, il puisse retrouver la main et retrouver son poste de Premier ministre. Merci beaucoup Nicolas Rouget pour ces précieuses remontées de terrain en direct d'Haïfa en Israël. Guillaume Oda, est-il devenu le temps de cette guerre, de ces opérations dans les airs, peut-être terrestres demain au Liban, intouchable? Netanyahou ? Oui. Écoutez, j'ai tendance à dire que, en effet, et je suis pas le seul, puisque de très hauts responsables américains, français, occidentaux le disent, ils constatent l'idée que cet homme est peut-être en roue libre du point de vue militaire. Ce que je constate, c'est qu'il fera de toute façon, Netanyahou, aucun cadeau à Joe Biden. Il n'y a pas eu d'accord de cessez-le-feu à Gaza, qui aurait pu entraîner en plus, pour le strict intérêt israélien, le retour des otages en Israël. Il n'y aura pas d'accord de cessez-le-feu pour le moment à Gaza. L'horizon, il a été tracé par Nicolas Rouget, c'est effectivement l'élection présidentielle américaine. C'est quand même pas faire mystère de dire que Netanyahou il met une pièce sur Trump, qui est plus enclin à l'accompagner dans sa logique militaire. Je note juste une forme d'ingratitude tout de même, dans la mesure où
post-7 octobre 2023, le soutien des Américains a été absolument inconditionnel. D'abord, les Américains, ils abondent à hauteur de 4 à 5 milliards de dollars par an, leurs alliés en munitions et en sonnantes et trébuchantes. Par ailleurs, au moment où le package d'aide à l'Ukraine a été voté, il y avait une enveloppe supplémentaire de 15 milliards de dollars pour Israël. Et à l'occasion de cette Assemblée générale des Nations Unies, là où on voit M. Netanyahou qui s'est exprimé à la tribune, M. Netanyahou est reparti dans son avion avec une enveloppe de 8 milliards de dollars supplémentaires. Donc de ce point de vue-là, il y a une forme d'ingratitude. Est-ce qu'on est capable de l'arrêter ? Vous savez, j'aime bien cette métaphore du jeu d'échecs. En réalité, la grande ironie de tout ça, c'est que le 7 octobre 2023, avec cet attaque terroriste à grande échelle, Yahya Sinwar, le chef suprême du Hamas, c'est lui qui a entraîné en fait la chute maintenant de Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah. Donc quelque part, cette stratégie du fou du Hamas sur ce jeu d'échecs auquel joue évidemment M. Netanyahou, elle a bousculé l'arène. Et à ce jeu-là, il reste qui ? Il reste le roi en Iran. Et rien ne dit qu'en réalité, parce que là, la fenêtre est ouverte, M. Netanyahou a l'intention d'aller jusqu'au bout. Et en Iran, pourquoi ? Parce que politiquement, parce qu'il y a ce jeu évidemment qui se joue, si Netanyahou se place en étant l'homme qui a neutralisé les deux principaux ennemis à ses frontières, que sont le Hamas et le Hezbollah, et qu'il en plus est capable de bousculer l'Iran, sait-on jamais, dans un dessin où peut-être que c'est sur la table, à ce moment-là, il transforme une faillite sécuritaire, celle du 7 octobre 2023, en un triomphe stratégique majeur, ce qui le place évidemment en situation extrêmement confortable du point de vue de son opinion publique, et même de ses alliés les plus extrémistes, Ben Gvir, Smotrich, dont il pourrait se débarrasser, parce que là, le capital politique serait énorme pour lui. On peut regarder cette séquence, puisque vous parlez de son discours lors de l'Assemblée générale de l'ONU, où des diplomates avaient quitté la salle à son arrivée pour boycotter son discours, en protestation évidemment à sa politique, sa stratégie menée sur le terrain, non seulement à Gaza, mais aussi au Liban. Il y avait eu aussi des huées, la séquence a vraiment marqué les esprits. Vous voyez le départ de ces diplomates au moment où Benyamin Netanyahou arrive à la tribune. Même pas mal. Même pas mal, non, même pas mal, parce que quand il était aux États-Unis encore, il a donné l'ordre et le feu vert pour que l'attaque, le bombardement contre le QG de Hassan Nasrallah soit exécuté. Et donc même pas mal, même pas... voilà, on peut pas l'arrêter, Benyamin Netanyahou. Au Liban, encore plus qu'à Gaza, pour une raison très simple. À Gaza, il y a les otages. Ça faisait longtemps qu'une guerre n'a pas été menée sur Gaza ou qu'un affrontement n'a pas eu lieu. Mais avec le Liban, il y a toujours eu des conflits. Et Israël, donc on peut considérer qu'après la guerre de 2006, Israël est resté sur sa faim. C'est une véritable frustration parce qu'elle n'a pas vraiment gagné cette guerre, le Hezbollah non plus. Mais entre 2006 et 2024, on peut dire qu'Israël attendait ce moment où on assassinerait on assassine Hassan Nasrallah. Donc même pas peur. Et il y a une dimension qui est différente aussi. Il était urgent pour Israël d'éliminer Hassan Nasrallah. C'est devenu un tel danger depuis le 8 octobre pour Israël que sa présence même, sa vie même n'était plus tolérée par les Israéliens. Et ils ont fait toute la communication autour comme quoi Hassan Nasrallah, c'était le chef terroriste qui terrorisait les Libanais, qui terrorisait aussi les habitants du nord d'Israël, ce qui est vrai aussi. Donc il y a des propagandes qui sont vraies. Et Hassan Nasrallah était aussi insupportable pour les Libanais que pour les Israéliens. Donc là, c'était plus une nécessité stratégique, militaire et politique. Et ça a été bien accueilli en Israël au niveau de l'opinion publique, qui est mitigée quant à Gaza, mais qui est plutôt fédérée autour de cette idée de guerre contre le Hezbollah au Liban. Et au Liban, on a vu qu'il y avait des réactions de deuil, évidemment, qui sont très compréhensibles, mais au sein de la communauté chiite, au moment où les autres Libanais avaient d'autres priorités, avaient comme priorité surtout leur sécurité et leur soif d'avoir un État qui les protège. Pour NBC News, l'opération israélienne de vendredi montre une fois de plus que c'est Netanyahou et non Biden qui décide de l'ordre du jour au Moyen-Orient. Est-ce que le rapport de force ne s'est pas inversé, général, avec un Netanyahou qui suit son agenda et qu'importe les conséquences, la riposte de l'Iran, la colère des Américains ? Oui, mais je pense qu'on a, comme le disait Hubert Védrine, mais moi je partage complètement cette opinion. Aujourd'hui, personne ne peut arrêter Netanyahou. La seule
les seules personnes qui peuvent le freiner, ce sont ces généraux ou Yoav Gallant, en disant attention là, le Premier ministre, on va trop loin. Mais de l'extérieur, personne. Tout le monde parle bien sûr de l'élection américaine qui est un facteur majeur sur le plan géopolitique, et donc Biden, à la limite, pourra dire ce qu'il veut. Pour l'instant, Netanyahu suit sa feuille de route. Et c'est-à-dire, c'est quelque part un camouflet pour Biden. Ouais. Il va aux Nations Unies, il va le rencontrer, en fait, il lui dit rien, et en parallèle, il fait son opération sans rien lui dire, et le met devant le fait accompli. C'est quand même... on pourrait mal le prendre quand on est la première puissance au monde, et que l'on délivre des dizaines de milliards chaque année d'armement. Ça, sur le moyen terme, oui, ça sera un moyen de pression. OK, on coupe le robinet d'alimentation de l'armement. Donc, sur le Liban, il va faire ce qu'il pense, freiné par ses généraux. Sur l'Iran, il faudrait que, attention à ce que l'Iran ne fasse pas une imprudence, parce qu'il serait tenté de transformer cette imprudence en des opérations qui pourraient être spectaculaires en Iran. Je pense que personne n'en a envie, mais lui, ça l'interpelle quand même. Donc il faut être un peu attentif là-dessus. J'espère que ces généraux et Yoav Gallant vont le calmer. Puisque vous m'enseignez Hubert Védrine, écoutons-le justement sur LCI, l'ancien chef de la diplomatie française, sur Netanyahou. Qui peut l'arrêter ? Quels sont les pays qui jouent un rôle là ? Aucun. Aucun pays au monde n'a d'influence sur Israël. Israël a l'influence que l'on connaît sur les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas d'influence. Sinon, Biden aurait obtenu la trêve sur Gaza. Et puis sinon, il aurait obtenu, comme dit depuis octobre, 7 octobre, la reddition d'une voie vers un État palestinien. Il n'a rien obtenu. Même les États-Unis. Bon, et la France et les autres Européens, ils n'ont pas de levier direct. Il peut être très important, au moment où se dessinerait un processus de solution, pour être des garants, pour être disponible, pour apporter une aide à la mise en œuvre d'un accord, à la reconstruction. Ils n'ont pas les leviers de force. Menel Véron, aucun pays n'a d'ascendant sur Israël ? A priori, non. Le sujet, effectivement, qui serait le principal levier est l'articulation entre Israël et les États-Unis, et la relation très particulière entre Israël et les États-Unis. Netanyahou connaît parfaitement l'administration Biden, l'administration démocrate, et à mesure qu'on avance vers l'exercice électoral de début novembre, là, Netanyahou exploite ce temps-là, exploite cet agenda-là, parce que finalement, aussi bien Kamala Harris que Biden, dans le camp des démocrates, ne peuvent pas trop faire de mouvements, sont quelque part un peu bloqués ou un peu inhibés par rapport à ces sujets très sensibles de politique internationale. Et rappelons que depuis un an, au lendemain des massacres du 7 octobre, le sujet Moyen-Orient, Proche-Orient, Moyen-Orient est probablement revenu quotidiennement en priorité numéro 1 de l'agenda de la Maison-Blanche et de la diplomatie américaine. Et ça, j'insiste bien, les équipes de Netanyahou savent parfaitement. Ils connaissent très intimement l'administration américaine, ils connaissent les éventuels leviers qu'ils peuvent avoir dans l'administration, dans les institutions régaliennes, dans la sociologie américaine, de côte Est ou ailleurs, pour effectivement exploiter ça et arriver à leur fin politique. Donc il y a un vrai jeu au sein de la relation très particulière israélo-américaine qui permet à Netanyahou d'arbitrer ce qu'il arbitre, à savoir telle ou telle cible Nasrallah. Il y a quelques semaines, les fameuses opérations très sophistiquées sur les beepers, etc., et talkie-walkie, etc., etc. Donc la question qui peut se poser en matière internationale, c'est quelle est l'étape prochaine ? Quelle est la prochaine étape, etc. Alors on peut se poser la question de l'Iran. Il y avait clairement, côté Netanyahou, une volonté de taper d'abord sur Gaza, puis le Liban, et troisième étape, Téhéran. Alors on est effectivement dans chaque fois des contextes tactiques et stratégiques très différents, très très différents, de par la géographie, de par l'économie, de par les forces en présence. Mais il y a bien cette ambition-là, côté israélien, en tout cas côté Netanyahou, d'exploiter cet agenda et d'avancer à mesure. Le sujet qui se posera dans la relation israélo-américaine, c'est l'issue de l'élection au mois de novembre, plutôt Kamala Harris, plutôt Donald Trump. Et là, on verra très rapidement les leviers se redessiner en fonction du candidat républicain ou de la candidate démocrate élue au suffrage
aux États-Unis. Justement, pour le New York Times, certains vétérans de l'équipe Biden se demandent même si Netanyahou n'essaierait pas intentionnellement d'aider Trump à remporter l'élection du 5 novembre, compte tenu de leur alignement passé. Une théorie qui, vraie ou non, met en évidence la profonde méfiance et la suspicion qui se sont développées ces derniers mois, entre Washington et Jérusalem. Non, mais c'est extrêmement pertinent dans la mesure où, pour la première fois peut-être, alors que normalement, une élection aux États-Unis, c'est quand même America First. C'est-à-dire que les Américains se tournent vers eux-mêmes, vers leur économie, l'inflation, l'immigration peut-être à la frontière sud avec le Mexique, et des tas de sujets qui sont, je dirais, d'ordre domestique, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire d'ordre intérieur. Pour la première fois peut-être dans une élection américaine, la question proche-orientale va s'inviter et pourrait faire basculer cette élection. Évidemment que M. Netanyahou y joue la carte Trump parce qu'il sait qu'encore une fois, il sera accompagné dans cette logique d'escalade militaire qui consiste à redéfinir l'équation sécuritaire, militaire et politique pour peut-être les 30 prochaines années au Proche et au Moyen-Orient, faisant même fi peut-être de la vie des otages qui sont encore à Gaza. Donc ça, c'est un premier pion. Et puis quand vous observez la sociologie électorale américaine, donc il y a les fameux États clés dont on parle tout le temps, les États pivots. Il y en a un qui s'appelle le Michigan, dans lequel on trouve une communauté arabo-américaine très importante. Et on a vu à Harvard, à Yale, etc., toute cette jeunesse qui normalement vote à gauche, vote plutôt démocrate, encline à voter Kamala Harris, qui est sortie, a manifesté son indignation aussi à l'endroit et sur la façon dont l'armée israélienne menait sa guerre à Gaza, qui est quand même, il faut rappeler, hormis les combattants du Hamas qui ont été éliminés, hormis cette organisation terroriste qu'on a cherché à dissuader de réagir et de refaire ce qu'elle a fait le 7 octobre 2023, il y a des dizaines de milliers de morts civiles qui ont été tués sous les bombes israéliennes. Donc ces gens-là, ils se lèvent aux États-Unis, ils manifestent leur indignation, et dans le Michigan en particulier, il y a cette forte communauté qui pourrait voter neutre. Et si ça vote neutre et que ça se joue à 10 000 voix peut-être d'écart dans des États clés, on pourra dire qu'en effet, cette question proche-orientale, elle aura fait ou défait l'élection présidentielle américaine. Donc effectivement, la partie, elle est très serrée. Et là, M. Biden et Kamala Harris, ils sont également sur une ligne de crête.